Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Hasbro? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici de nous abonner Top Premium. Donc, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. So, comme d'habitude, vu que c'est la première fois qu'on étudie cette compagnie ici, premièrement, on regarde quoi? Stabilité, croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on observe ici? Revenus croissants, on aime ça, checkmark. OK, maintenant, votre rôle est de savoir, le revenu, la croissance provient d'où? Est-ce que par acquisition? Est-ce que c'est par acquisition de manière organique? Je peux déjà voir ici, bon, je connais à peu près la compagnie, c'est un mix des deux. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Je pense que Hasbro, si vous connaissez le Monopoly, vous connaissez Hasbro. OK, donc c'est un fabricant de jouets. D'accord? Pas juste des jouets des jeux de société, etc. C'est voilà, pour tout âge. D'accord? On va le dire comme ça. OK? Et donc, vous pouvez déjà voir ici que cette compagnie est en concurrence avec tout ce qui concerne les jeux vidéo, jeux en ligne, la technologie, etc. OK? Mais ne la négligez pas. Parce que tout dépend des âges ici. Il me semble que quand on a de 0 à 1 an, de 1 à 2 ans ici, voilà, ils consomment plus ce genre de produits ici, plutôt que les 13-18 ans. Donc, les jeux de société, bon, voilà, on utilise, enfin, on en joue encore aujourd'hui, mais voilà, c'est plutôt pour des occasions à peu près rares. Bref, ça s'utilise encore, ok? Donc, faut pas se dire que, voilà, avec l'avènement des jeux vidéo, des jeux en ligne, etc., on se dit que les jouets n'ont pas d'avenir. Non, pas du tout. Au contraire, il y aura consolidation dans le secteur, mais c'est un secteur qui va perdurer dans le temps. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, maintenant, il ne faut pas également oublier qu'il y a des jeux d'éveil, etc. Bref, maintenant, en termes de la croissance, c'est bien, mais est-ce que nous avons une marge brute qui est stable ou croissante? On observe quoi? On a une marge brute qui est à peu près... Voilà, vous pouvez voir ici que la marge brute est à peu près stable. OK? Dites-vous que c'est un business qui est menacé. Enfin, quand je dis c'est un business qui est menacé, ils sont en concurrence depuis des années avec les jeux vidéo, mais ils arrivent à se maintenir à un certain niveau. D'accord? C'est pas croissant, mais voilà, c'est un maintien, c'est une stabilité. OK? Donc, parfait. Maintenant, en termes de marge EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a également une certaine stabilité, c'est correct. Maintenant, je vais aller regarder les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Je mets les free cash flow ici et je mets les net income là, en yearly directement, pour voir si on parle le même langage. Je constate quoi? Quand je dézoome un tout petit peu, je vois ici que les free cash flow ont l'habitude d'être un tout petit peu plus élevés que les net income. C'est une compagnie nord-américaine, donc ce sont des vrais free cash flow. OK? Enfin, ça demande toujours un certain ajustement quand on va lire les rapports financiers. Donc ici, la rentabilité, les free cash flow de l'entreprise ici représentent sa véritable rentabilité. OK, mais maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux. C'est ce qui est important parce que les net income, théoriquement, net income devrait être égal au moins à free cash flow. D'accord? Donc, free cash flow devrait être égal au moins à net income. Maintenant, si free cash flow est supérieur à net income, il faut regarder pourquoi. OK? Maintenant, vu que je suis sur Coifin, je n'ai pas l'information concernant les marges de free cash flow. Je suis obligé de faire des guesstimations. Alors, qu'est-ce que j'entends par guesstimation? C'est simple. Je prends la médiane ici sur les 20 dernières années et je prends la médiane des revenus sur les 20 dernières années. Ça me permet de voir ici qu'on a à peu près, d'accord, je guessime, on est à peu près à 10%. D'accord, 4 milliards 150 divisé par 4 milliards, 408 millions, 409 millions par là. Je sais que c'est à peu près aux alentours de 9 et poussière, donc je l'ai arrondi à 10%, ça fait 4,09 divisé par 4,150. D'accord, ça fait à peu près 9,85%. D'accord. Sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'on observe? 4,74, 4 milliards 820, donc presque la même chose. OK, sur les 5 dernières années, ici, on est à peu près à 519, presque 520, et là, on est à 513, donc 10% en moyenne. OK, moi, je vais prendre 10% en moyenne ici pour les free cash flow, pour les net income. Pourtant, si vous regardez les net income ici en termes de marge, vous allez observer que les net income en termes de marge sont aux alentours ici de, voilà, on est aux alentours ici des 8% par là. En tout cas, 5% sur les dernières années. OK, j'ai pris une marge supérieure et une marge inférieure ici. Donc, quand on regarde ça en yearly sur les 20 dernières années, on a 7,62%. Sur les 10 dernières années, on a 7,31%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 4,81%. Donc, il faut faire attention ici. Je pense que, voilà, et ça demande un tout petit peu d'ajustement. OK, donc, c'est la raison pour laquelle je prendrai 10%. D'accord? Je ne prends pas juste 10% de mon chapeau. Quand je vais également aller lire les rapports financiers, je vais aller essayer de retrouver ce 10%-là. OK? Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, on va regarder les analystes s'attendent à avoir combien en termes de revenus l'année prochaine. 12 prochains mois, on s'attend à avoir des revenus moins élevés que présentement. 5 milliards 800, 5 milliards 700. Est-ce que c'est temporaire? On va essayer de regarder ici. Est-ce que les analystes s'attendent à une certaine croissance? Bon, disons en année N plus 3.
On s'attend à peu près à 6 milliards 240. Donc, on aura une légère baisse en 2023, d'accord? Mais on s'attend à quelque chose un peu plus élevé dans les années à venir. OK, je marque ça comme information. D'accord? Donc, vu qu'on a 5 milliards 700 attendus, je vais faire 5 milliards 710% de ce montant-là, ça fait à peu près 570 millions. Le PER maintenant, n'oubliez pas. Notre PER ici, le price to earning, je rappelle toujours que ça représente ici un rendement. Donc, vu qu'on a pris les free cash flow, on doit prendre les price ou free cash flow. Ça reste à peu près la même chose. On réfléchit toujours en termes de rendement. Le marché paye combien de fois les free cash flow? OK? Ça représente, le marché paye généralement 16,6 fois les free cash flow, donc je vais l'arrondir à 17 fois. Sur les 10 dernières années, il paye 21 fois les free cash flow, donc 21,6, on va l'arrondir à 22. Sur les 5 dernières années, il paye 22 fois les free cash flow. Je ne paye pas 22 fois les free cash flow ici. C'est une compagnie, je connais à peu près que l'environnement concurrentiel est redoutable, d'accord, de plus en plus compliqué. Elle s'en sort, mais voilà, on ne va pas lui donner 20, 25 fois les free cash flow. Ça n'a pas de sens. En tout cas pour moi, je prendrais 17 fois les bénéfices, 17 fois les free cash flow, si vous voulez. 570 multiplié par combien? 17. Ça représente 9 milliards 690. Qu'est-ce qui manque? La dette nette. Donc la dette nette ici, on constate que la dette nette a drastiquement augmenté. Donc je pense ici qu'on a fait une acquisition entre-temps. OK? C'est la raison pour laquelle la dette nette a augmenté. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas repayer sa dette, mais voilà. Si vous prenez 360 divisé par 570, elle peut repayer la dette ici en moins de 10 ans. OK? Si vous prenez également le ratio dette nette sur EBITDA, d'accord, dette nette sur EBITDA ici, elle peut repayer la dette ici. Voilà, le ratio est inférieur à 5, donc c'est correct ici pour les entreprises, pareil. Attention sur les rates, il ne faut pas faire ça. Sur les banques, enfin, sur les rates, il ne faut pas prendre 5. Sur les banques, il ne faut même pas faire ça. Donc, les assurances également, faites attention. Donc, une fois que j'ai la dette nette 3 milliards 600, je fais 9 milliards 690, résultat ici de nos 570 millions, représentant ici 10% du revenu attendu en 2023, qui sera moins élevé que celui de 2022. Fois 17 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 3 milliards 600. OK. Ça donne aux alentours de combien? 6 milliards 90. 6 milliards 90 divisé par le nombre d'actions. On a à peu près combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? On va aller vérifier ça. Et quand on regarde le nombre d'actions, on essaie également de voir si elle rachète ses actions. Elle a à peu près 138,5 millions d'actions. On peut voir que sur les 20 dernières années, enfin, elle a l'habitude de racheter ses actions, sauf sur les dernières années ici. Donc depuis 2019, elle ne l'a pas fait. Elle a plutôt augmenté le nombre d'actions. Je pense que ça vient également avec l'acquisition ici. Mais elle avait l'habitude de racheter ses actions. Donc on a 138,50 nombre d'actions. Donc je divise par 138,5. Ça donne au total 43,97. Donc à peu près 44 dollars l'action. D'accord? Donc je viens ici, X17. D'accord? 44 dollars l'action. OK? Donc ça n'a pas lieu d'être. OK? Donc on va juste mettre ça comme ça. Voilà. 44 dollars l'action. Ça veut dire que si vous achetez cette compagnie en date d'aujourd'hui, elle a la capacité de vous reverser au moins 570 millions minimum, parce que ça sera certainement plus si le revenu continue à croître et que les marges de free cash flow restent à peu près aux alentours de 10%. 5,5 milliards, enfin, 570 millions divisé par la capitalisation boursière de 6 milliards 830 millions ici. Ça donne un rendement de combien? 8,34%. Donc en date d'aujourd'hui, si elle vous reverse la totalité des dividendes au prix actuel, vous aurez un rendement de 8,34%. Le prix actuel inclut déjà, ça prend en considération la dette, donc actuellement, ça ne serait pas mauvais d'en faire l'acquisition. OK, mais attention, on n'achète pas parce que, voilà, on a uniquement vu de beaux chiffres, etc. Non, 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 non. Quelle est la stratégie de croissance? Comment est-ce que ça se passe à l'intérêt? Qui sont les plus gros clients? Comment est-ce qu'elle distribue son produit? Parce qu'il me semble que Hasbro ici n'a pas de magasin. D'accord? Est-ce qu'ils vendent en ligne? Quel est le pourcentage? OK, voilà des questions qu'il faut se poser. D'accord? Et quelle est l'évolution? Quels sont les jeux les plus vendus, etc. Bref, ici, je vous dirais, si vous êtes intéressé par le dividende, parce qu'ils ont un dividende qui est stable et croissant ici, il me semble, donc on peut aller regarder ça ici. Elle a une politique d'allocation de dividende ici. Donc ici, oui, le dividende est stable ici et croissant. Il y a de fortes chances qu'il aille plus loin que ça. Donc on est à 5,66%. D'habitude, si on vous verse la totalité des bénéfices, vous pourrez causer autour de 8% ici. Donc, je pense que déjà à ces niveaux, c'est déjà assez correct. Même si le dividende stagne par rapport au prix actuel, je pense que c'est déjà un assez bon rendement. L'essentiel ici, c'est qu'elle puisse au moins maintenir ses bénéfices nets stables dans le futur. Et si elle rembourse la dette ici, vous aurez tendance ici à avoir un prix bien plus élevé que ça. Parce que si le marché s'échange ici sans prendre en considération la dette, d'accord, 570 multiplié par 17 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, on va l'arrondir ici à peu près à 130. C'était combien? 139, je vais faire 139 pour faire simple.
Ça fait à peu près 69 euros, 69 $ l'action, 70 $ l'action par là. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on a peut-être une opportunité d'investissement ici. OK? Donc, en tout cas, le prix actuel n'est pas mauvais. Maintenant, il faut aller comprendre le business model ainsi que les défis de ce business-là. OK? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Comme je l'ai dit dès le début ici, le lien vers le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'on a toujours la promotion ici pour pouvoir avoir accès à la formation concernant comment analyser les banques ou comment lier les rapports financiers, d'accord, qui sera disponible ici au courant du mois d'avril. Donc, les 133 places ici restantes vous permettent de payer ceci, plus la formation, voilà, sans charge supplémentaire. Une fois que la formation sera disponible, oui, le Top Premium sera toujours là, le prix sera toujours le même, mais il n'y aura pas de formation inclus, d'accord. Si vous voulez la formation de manière individuelle, vous allez devoir l'acheter individuellement, ça sera certainement un prix bien plus élevé que ça. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et n'oubliez pas, si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers, écoutez vos conférences call et on se dit à bientôt. Merci.